Donc je vous propose cet après-midi de continuer sur notre lancée, mais de regarder plus précisément certains outils épistémologiques et certains critères épistémologiques de manière un peu plus précise. Vous allez voir que ce dont on va parler cet après-midi, c'est des choses qu'on a peut-être à des moments un peu évoquées, mais maintenant on va donner une sorte de, voilà, de structure un petit peu plus à ça. Et ça va vous parler. Genre, je pense qu'on va pouvoir aller rechercher des exemples qu'on a déjà vus ensemble pour pouvoir illustrer les différentes choses dont je vais vous parler. Donc d'abord, il faut parler un peu de logique. Vous savez qu'en science, il y a plusieurs types, alors peut-être pas de logique, mais en tout cas d'inférences que l'on peut faire. Donc, je vous rappelle, une inférence, c'est comment est-ce qu'on passe d'une hypothèse à une autre. Donc comment est-ce qu'on passe d'un état de fait à une hypothèse, par exemple. Ça, c'est une sorte d'inférence. C'est comment on tire des conclusions, ou comment est-ce qu'on passe d'une affirmation à une autre, d'une hypothèse à une autre. Et on peut se poser la question de la fondation, de justification, de la justification de ces inférences-là. Et c'est des questions, on va le voir, épistémologiques. Alors, la première forme d'inférence que vous connaissez probablement et qui est fondée sur le plan de la logique, c'est la déduction. L'exemple classique, hein, c'est tous les humains sont mortels. Donc c'est la déduction logique. Tous les humains sont mortels, Jérémie est un humain, et donc je déduis logiquement que Jérémie est mortel. Une déduction logique, c'est un argument qui est tel que si vous acceptez les prémices, donc les prémices, c'est les hypothèses de base, quoi. Donc là, dans ce cas-là, les prémices, c'est tous les humains sont mortels, c'est une prémisse générale, et la prémisse particulière, la deuxième prémisse, c'est que Jérémie est un humain, eh bien vous êtes obligé d'accepter la conclusion. C'est ça un argument déductif, c'est que si vous acceptez les prémices, alors vous êtes obligé d'accepter la conclusion, même si ça ne fait pas plaisir. Un autre type, un autre exemple de déduction logique, c'est par exemple celle-ci. Il ne pleut jamais dans les Bouches-du-Rhône, Marseille est dans les Bouches-du-Rhône, et donc il ne pleut jamais à Marseille. Alors là, il y a des choses qui vous semblent étranges parce que, bah, bon, il pleut pas souvent, mais il pleut quand même. Donc du coup, c'est un peu bizarre de dire qu'il pleut jamais à Marseille. Donc on a l'impression que cet argument, il n'est pas bon. Alors en réalité, sur le plan de la logique, il est parfaitement valide. Dans le sens où, si vous acceptez qu'il ne pleut jamais dans les Bouches-du-Rhône, ce qui n'est pas vrai, hein, mais voilà, si vous l'acceptez, et si vous acceptez que Marseille est dans les Bouches-du-Rhône, ça pour le coup c'est vrai, alors vous êtes obligé d'accepter la conclusion. C'est ça un argument déductif. C'est un argument qui est tel que si vous acceptez les prémices, vous êtes obligé d'accepter la conclusion. Et après, vous pouvez vous poser la question, est-ce que j'accepte vraiment les prémices? Mais ça, c'est une autre question. Et effectivement, là, la solution du problème, elle vient de là. Hein. Elle vient que certaines des prémices sont fausses. Alors, en science, eh bien, on a parfois des raisonnements déductifs. Par exemple, une théorie, un noyau dur, le noyau dur d'une théorie, il vous donne souvent des modèles très généraux qui ont la forme, qui ont une structure déductive, en fait, qui ont la forme d'un raisonnement déductif. Par exemple, en mécanique newtonienne, en physique classique, euh, un des principes fondamentaux de la physique, c'est que les systèmes physiques possèdent ce qu'on appelle une énergie, et que si le système est isolé, c'est-à-dire que si il n'échange pas d'énergie avec l'extérieur et s'il n'échange pas de matière, alors l'énergie de ce système va se conserver dans le temps. Et donc vous avez un principe général comme ça, l'énergie d'un système isolé se conserve. Vous avez un cas particulier qui est un modèle particulier d'un phénomène donné, par exemple, vous étudiez un système isolé, un système qu'on va appeler S, et vous savez que son énergie s'écrit de telle façon, par exemple, je sais pas, c'est vous lâchez un objet, voilà, donc le système c'est l'objet que vous lâchez, et puis son énergie, bah, ça dépend. Donc il y a de l'énergie cinétique, il y a probablement de l'énergie aussi gravitationnelle, puisqu'il tombe, donc s'il tombe c'est que quelque part il a une forme d'énergie gravitationnelle. Et à partir de là, vous pouvez en déduire sa trajectoire. Donc c'est vraiment le principe de conservation de l'énergie va se transformer en une prédiction
de la trajectoire. Et la trajectoire, ensuite, vous pourrez, si ça vous chante, la comparer à des données. Et donc, il faut savoir que voilà, au cœur des théories scientifiques, au cœur des modèles, on a parfois des raisonnements déductifs. Est-ce que pour autant ça veut dire que nos théories scientifiques sont justifiées? Est-ce que par exemple le fait qu'on arrive à déduire la trajectoire de plein d'objets en supposant que l'énergie des systèmes isolés se conserve, est-ce que ça prouve que l'énergie des systèmes isolés se conserve? En fait, on va voir que c'est un peu plus compliqué. Parce que la différence entre ce genre de raisonnement au cœur des théories, par exemple en physique ici, et le genre de raisonnement qu'on a vu juste avant, c'est que dans les raisonnements qu'on a vu juste avant, par exemple, il ne pleut jamais dans les Bouches-du-Rhône et Marseille dans les Bouches-du-Rhône, ces prémices-là, elles sont directement observables. On peut directement les vérifier. Dans le cas des théories scientifiques et en particulier des théories physiques, c'est pas toujours aussi évident. Alors, la façon avec laquelle nos théories, nos modèles abstraits rentrent en contact avec le réel, et du coup vont potentiellement se justifier vis-à-vis de ce réel-là, eh bien en fait c'est bien plus par des raisonnements qu'on appelle inductifs. Alors l'induction, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement le fait de généraliser à partir de cas particuliers. C'est-à-dire d'avoir une affirmation qui est vraie d'un certain nombre de cas particuliers et d'en induire, donc pas en déduire, puisque voilà, mais d'en induire, d'en inférer que, ou de supposer que cette affirmation est vraie dans tous les cas. Un exemple trivial, c'est par exemple imaginer que tous les signes que vous ayez observés dans votre vie soient blancs. Vous avez observé que des signes blancs, mais vous n'en avez observé qu'un nombre fini. Vous ne savez pas si tous les signes de l'univers sont blancs. Mais à partir du fait que vous ayez observé que des signes blancs, vous affirmez la règle générale que tous les signes sont blancs. Et évidemment, vous sous-entendez par là que cette affirmation-là est d'une certaine façon justifiée par le fait que vous avez observé que des signes blancs avant. Cette règle générale peut, elle, être réfutée si on observe un signe noir. Et bien sûr, le problème fondamental de la justification de nos connaissances, il provient de là en fait. Il provient du fait que, en fait, l'induction, elle n'est pas fondée du point de vue de la logique, ou elle n'est pas aussi bien fondée qu'une déduction. Parce que c'est pas parce que vous n'avez observé que des signes blancs dans votre vie que tous les signes sont blancs. En fait, ça peut vous donner l'idée que tous les signes sont blancs. Vous pouvez émettre cette hypothèse pour ensuite la tester. Mais le fait de re-observer de nouveaux signes blancs ensuite, ça augmente, entre guillemets, la confiance que vous avez dans votre hypothèse, mais vous ne pouvez jamais, à 100%, en déduire que c'est vrai que tous les signes sont blancs juste parce que vous avez observé un certain nombre de signes blancs. Et donc ça, c'est le problème de l'induction qui a été formulé de maintes fois, mais notamment on le doit en partie à David Hume. Et il parle, lui, du soleil qui se lève le matin, et c'est exactement la même chose. Il dit, est-ce que vous parieriez que le soleil va se lever demain? Si vous demandez ça à n'importe quel humain, normalement, il va dire, oui, je parie ma vie, en fait, que le soleil va se lever demain. Mais après, si on lui demande de justifier, si on vous demande de justifier pourquoi est-ce que vous allez parier que le soleil va se lever demain, vous allez probablement retomber, in fine, sur de l'induction. Parce que vous pourrez dire, par exemple, il s'est levé tous les jours avant. Depuis que je suis né, je le vois se lever tous les jours, et puis de ce que j'ai lu, ça a l'air d'être le cas depuis un moment. Donc a priori, j'ai pas de raison de penser qu'il va pas se lever demain. Il s'est levé dans des conditions, les conditions là n'ont pas changé depuis hier, donc a priori, j'ai de bonnes raisons de penser qu'il va se lever demain. Mais Hume dit, d'accord, mais en fait, tout ce que vous êtes en train de faire, c'est de généraliser à partir d'un nombre fini de cas particuliers. Et donc, ce n'est pas une déduction logique, c'est une induction. Alors après, vous pourriez dire, oui, d'accord, mais maintenant, par exemple, on sait avec la mécanique newtonienne, et avec les modèles de la Terre, dans le système solaire, on sait que la Terre tourne sur elle-même en un jour, et donc du coup on sait que du point de vue de quelqu'un qui est sur la Terre, sur une Terre à peu près sphérique, qui tourne sur elle-même, c'est comme si, donc qui tourne autour du Soleil en même temps, c'est comme si le Soleil se levait, quoi. Évidemment, c'est pas le Soleil qui se lève, mais en tout cas de notre point de vue, on voit le Soleil se lever parce que la Terre tourne sur elle-même, et que du jour à l'autre, elle reste autour du Soleil, et que, a priori, il n'y a pas de raison de penser que elle va s'arrêter de tourner, quoi.
Et donc là, c'est un deuxième argument plutôt de type théorique. C'est-à-dire que vous référez à une théorie. Mais c'est pareil, si vous réfléchissez 2 secondes, parce que la théorie elle-même, eh bien, c'est une construction abstraite. C'est une construction abstraite, humaine, qui repose, in fine, elle aussi, sur un nombre fini de cas sur lequel on l'a testé. Alors évidemment, c'est sur un nombre énorme de cas. Hein. La théorie newtonienne, elle est validée sur un nombre immense de cas, notamment en ce qui s'agit de la mécanique céleste. Mais pour autant, ça reste un nombre fini de cas. Et donc du coup, Hume, il soulève un problème épistémologique qui peut être le problème fondamental, celui de la justification, de comment est-ce qu'on peut justifier nos connaissances, sachant qu'in fine, elles ne reposeront à un moment donné que sur de l'induction, c'est-à-dire sur la confirmation de nos affirmations sur un nombre de cas fini, et jamais sur un nombre de cas total, et on ne pourra jamais être sûr à 100%, comme on est sûr avec une déduction logique. La déduction, si on est sûr des prémices, alors on est sûr à 100% de la conclusion. Alors que là, dans le cas d'une induction, les prémices n'impliquent pas logiquement la conclusion. Et du coup, tout le travail sur le problème de l'induction, ça va être de justifier cette induction. Comment est-ce qu'on peut justifier qu'à partir d'un nombre fini de cas, on peut quand même, alors peut-être pas être sûr à 100%, mais on peut augmenter la croyance que l'on a, augmenter la confiance que l'on a dans telle ou telle affirmation. Alors évidemment, depuis David Hume, il y a eu énormément de travaux sur ça, toute la théorie bayésienne de la confirmation, qui vient essayer de travailler sur cette question-là. Il y a énormément de choses. Récemment, il y a des travaux qui vont plutôt dans le sens de le but, c'est pas forcément de justifier à 100% nos affirmations. Le but, c'est d'avoir la meilleure justification possible. Peut-être qu'elle ne sera pas à 100%, mais est-ce que l'induction, c'est pas ça qui nous permet d'avoir la meilleure justification possible comparée à d'autres? Voilà, il y a tout un ensemble de travaux, je ne reviens pas forcément dessus, mais sachez que le fondement quand même de tous ces travaux-là, et de toutes ces questions-là, c'est vraiment ça, hein, c'est le problème que on ne peut pas justifier une hypothèse générale, une affirmation générale, à l'aide de juste un nombre fini de cas particuliers. Et dans le même temps, toute la connaissance empirique que l'on peut avoir, même quand on teste une hypothèse, eh bien, quand on teste une hypothèse, on ne la teste toujours que sur un nombre fini de données. Et donc là, c'est tout là le problème de la justification de nos connaissances. Il y a un autre type de raisonnement qui est un peu lié bien sûr aux deux premiers, hein, qu'on appelle l'abduction. Alors l'abduction, ça peut aussi vouloir dire être enlevé par des extraterrestres. Bon, c'est le même mot, mais évidemment, ça ne veut pas du tout dire la même chose. L'abduction, dans le cadre logique, c'est ce qu'on appelle aussi parfois l'inférence à la meilleure explication. Parce qu'on se rend compte, et on va en reparler juste après, mais que quand on a des données qu'on aimerait bien expliquer, très souvent il y a plein d'explications possibles, plein d'hypothèses qui pourraient coller à ces données-là. Avec un peu d'imagination, voilà, on peut imaginer tout un ensemble de données, pardon, tout un ensemble d'hypothèses qui pourraient expliquer effectivement ces données. Et la question, c'est de choisir la meilleure explication, de faire une inférence à la meilleure explication. Alors, imaginez par exemple que vous êtes dans la rue, la nuit, vous rentrez chez vous et tout à coup, vous entendez une grosse alarme, comme une alarme une alarme quoi, de maison ou de banque. Et là, vous voyez quelqu'un voilà, habillé comme ça qui part en courant. Et là, vous vous retournez vers là d'où il vient. Et là, vous voyez qu'il y a une banque, effectivement, et un énorme trou dans la vitrine. Et l'alarme qui hurle. Bah là, vous voyez bien que vous n'avez pas tous les éléments de l'histoire. Mais vous pouvez quand même faire une inférence à la meilleure explication, à l'explication qui vous semble être la meilleure vis-à-vis des données disponibles. L'explication qui semble être la meilleure, c'est que cette personne-là, elle vient de braquer la banque, elle vient de la voler. Elle a éclaté la vitre, elle a volé de l'argent et elle est partie en courant et ça a fini par faire sonner l'alarme. Mais si vous êtes un peu imaginatif, vous pourriez dire, ouais, ou alors c'est une coïncidence de ouf. Il y avait des enfants ou, voilà, ou des gens qui jouaient juste à côté de la banque, ils ont envoyé une pierre pour s'amuser dans la vitrine, ça a pété la vitrine et ça a fait sonner l'alarme, et pile à ce moment-là, il y a un type qui revient d'une soirée déguisée où il s'était déguisé en voleur,
Et du coup, il voit ça et il se dit, waouh, si on me voit à côté, on va croire que c'est moi qui l'ai volé. Et du coup, il part en courant. Là, vous voyez bien que mon deuxième scénario, il est peut-être un peu plus tiré par les cheveux. Mais en soi, si vous acceptez ce scénario, alors vous en déduisez les données avec une déduction. Et donc, du coup, c'est une explication possible. Et donc là, vous avez par exemple deux narratifs, deux scénarios. Vous pourriez en avoir d'autres, hein, si vous êtes un peu créatif, vous pourriez en avoir plein d'autres. Et donc, l'abduction, c'est, ou l'art de l'abduction aussi, on appelle ça parfois aussi l'art voilà, de l'abduction, mais il y a un côté artistique dans le sens, évidemment, où c'est pas forcément une déduction logique directe, mais qu'il y a parfois un petit peu d'intuition derrière. Mais évidemment, c'est une façon de parler, parce qu'on n'a pas envie de faire reposer la justification de nos connaissances sur de l'intuition, hein. Mais c'est ce qu'on appelle parfois voilà, donc l'inférence à la meilleure explication, comment à partir de certaines données qu'on veut expliquer, comment est-ce qu'on va inférer la meilleure explication possible. Et on reprendra juste cette discussion-là juste un peu plus tard avec l'orateur d'Occam. Alors ce problème de la justification de nos connaissances, il est lié à un autre problème qui est celui de la démarcation. Le problème de la démarcation scientifique, il a surtout émergé en philosophie des sciences. Bon, il est très très vieux, mais dans sa forme, on va dire moderne, il a émergé au XXe siècle. Et la question sous-jacente, c'était comment est-ce qu'on peut différencier un discours sur le monde scientifique d'un discours qui n'est pas scientifique? Et est-ce que c'est important? Et si c'est important, est-ce qu'on peut le faire? Est-ce que c'est évident de faire ça? Évidemment, ça a des liens avec le problème de la justification, hein, parce que ce qui est scientifique dans notre tête, c'est ce qui est le plus justifié possible. Et en fait, on va voir que c'est pas du tout évident, a priori, de démarquer comme ça science et non-science, ou science et pseudo-science. Parce que c'était aussi pour ça qu'on voulait démarquer science et non-science, c'est pour pouvoir être capable de traquer les pseudo-sciences, c'est-à-dire des personnes ou des théories ou des pseudo-théories qui se font passer pour quelque chose de sérieux et de justifié alors qu'ils ne le sont pas. Et du coup, c'est potentiellement important de faire ça. Alors, un personnage évidemment important dans cette quête, on va dire, c'est le philosophe Karl Popper, dont on va reparler juste après. Et donc, partant du fait, comme je l'ai dit, que en dernière instance, toute notre construction théorique repose sur des données empiriques, quelles qu'elles soient, hein, en nombre fini, on ne pourra jamais déduire la vérité de nos théories de nos observations. En dernière instance, la justification de notre connaissance semble donc reposer sur de l'induction. Et il se trouve, c'est ce que Karl Popper note, c'est que en fait il y a une asymétrie logique. Parce que c'est vrai qu'on ne peut jamais confirmer une induction avec un nombre fini de cas. C'est vrai. Par contre, on peut la réfuter définitivement. Vous voyez l'asymétrie logique. Si je dis par exemple tous les signes sont blancs, bah, si j'ai observé 1000 signes blancs et que j'observe un énième signe blanc, bah, ça ne confirme pas que tous les signes sont blancs. Juste, ça peut-être augmente ma perception psychologique du fait que tous les signes sont blancs, mais sur le plan de la connaissance, sur le plan de la justification objective, ça ne confirme pas à 100%, d'accord, que tous les signes sont blancs. Par contre, à l'inverse, si j'observe un signe, donc un oiseau qui est un signe, mais qui n'est pas blanc, alors là, je sais définitivement que mon hypothèse, elle est fausse. Et donc, il y a une asymétrie logique dans le rapport entre une hypothèse et sa façon d'être confirmée ou pas. Il y a une asymétrie logique qui fait que on ne peut jamais confirmer une induction, par contre on peut la réfuter définitivement. Et donc Karl Popper, ce qu'il va faire, c'est il va exploiter cette asymétrie pour justement dire, mais en fait on apprend quelque chose sur le monde, non pas en confirmant juste nos hypothèses, mais en confirmant un certain type d'hypothèses. Des hypothèses qui sont réfutables. Parce que si on a une hypothèse qui est irréfutable par définition, bah oui, elle va être confirmée, mais on va rien apprendre. Pour apprendre quelque chose sur le monde, il faut faire des hypothèses qui mènent à des prédictions qui pourraient être fausses. Une bonne théorie pour Karl Popper, et c'est ça qui distingue les théories scientifiques des théories pseudo-scientifiques ou non scientifiques, c'est qu'une bonne théorie, elle dit des choses sur le monde qui pourraient être fausses.
Et donc, pour Karl Popper, ça a un lien direct avec la justification, pas uniquement la démarcation, mais aussi la justification. En fait, on ne peut jamais, effectivement, il dit, c'est vrai, on ne peut jamais justifier une théorie parce que on peut juste dire qu'elle est corroborée un certain nombre de fois. Euh, Par contre, on va garder une théorie tant qu'elle n'a pas été réfutée. Mais on va quand même gagner de l'information sur le monde si on confirme nos hypothèses alors qu'elles auraient pu être fausses. En gros, l'idée derrière, il y a plusieurs aspects, hein, je vais y revenir, mais il y a plusieurs aspects dans la réfutabilité ou dans la falsification. Parfois, on parle aussi ça pour utiliser le terme anglais, anglophone. Il y a plusieurs aspects dans la réfutabilité de Karl Popper, dans le falsificationnisme poppérien. Il y a plusieurs aspects, mais un aspect important, c'est vraiment celui-là, c'est de dire, en fait, ce qui est intéressant, c'est pas d'avoir raison, c'est d'avoir raison alors qu'on aurait pu avoir tort. Et la science, elle arrive à faire ça. Une bonne théorie scientifique, une bonne hypothèse, c'est une hypothèse qui a raison. Karl Popper, il n'est pas là à dire qu'il faut avoir tort. Il dit, oui, c'est bien d'avoir raison, mais c'est bien d'avoir raison quand on aurait pu avoir tort. Et c'est là qu'on sait qu'on a vraiment touché quelque chose. De notre côté, il dit aussi, quand on réfute une hypothèse, là, on apprend aussi quelque chose. On apprend que cette hypothèse, elle est fausse. Et ça, c'est bien, en fait. Et d'après Popper, et c'est ça qui est plutôt remis en question, potentiellement, par d'autres approches, mais en tout cas, pour Karl Popper à l'époque, il disait, en fait, c'est comme ça qu'on avance. C'est en réfutant des hypothèses. C'est en réfutant des hypothèses que potentiellement on avance. Tant qu'on confirme une hypothèse, on est content. Mais par contre, quand on la réfute, on est aussi content parce qu'on a appris quelque chose. On a appris que cette voie-là, là, eh ben, elle était bouchée. Et donc, du coup, il nous reste juste moins de voies qu'avant. Donc, vu qu'il nous reste moins d'hypothèses qu'avant, en soi, eh bien, on a appris quelque chose. Bon, c'est peut-être cette vision-là qui est maintenant un peu dépassée. Pour autant, je pense que l'idée derrière, elle est toujours valable. Structurellement, il faut que la science, elle rentre en contact avec le réel. La science, elle contient de l'information, non pas parce qu'elle a raison, mais parce qu'elle a raison alors qu'elle aurait pu avoir tort. Et pour Karl Popper, ça se traduit réellement de manière normative. C'est-à-dire que pour Karl Popper, il y a une méthode scientifique. Et la méthode empirique, ou scientifique, c'est vraiment celle qui va produire les conjectures les plus audacieuses possibles. Donc celles qui, si elles sont vraies, auraient très bien pu être complètement fausses. Donc avec le degré de réfutabilité le plus élevé, qui donc production de conjectures audacieuses qui se lie aux tentatives les plus ingénieuses et rigoureuses pour les réfuter. Donc c'est vraiment, pour lui, c'est vraiment cet aller-retour-là qui fonde la démarche scientifique. La méthode scientifique, c'est les conjectures et les réfutations. D'ailleurs, un bouquin, un ouvrage central de sa pensée, un de ses ouvrages centrales, il s'appelle Conjecture et réfutation. C'est vraiment, ça synthétise quand même pas mal son idée. Son idée, c'est de dire il faut faire des conjectures les plus audacieuses possibles. Les audacieuses, ça veut dire qui peuvent très bien être réfutées potentiellement. Il faut prendre des risques en fait. Ce qu'il nous dit Popper, c'est qu'une bonne théorie, c'est une théorie qui prend des risques, qui pourrait très bien être fausse. Et du coup, si elle peut très bien être fausse, mais qu'elle est vraie, ben on a de bonnes raisons de lui faire confiance. Parce qu'elle aurait très bien pu être fausse. Alors qu'une théorie qui structurellement ne peut que avoir raison, parce qu'en fait elle est par exemple formulée de manière tellement floue qu'elle peut s'adapter un peu à tous les cas, bah du coup en fait on n'avait pas besoin de la vérifier, puisque structurellement elle ne pouvait pas avoir tort. Donc vu qu'elle était irréfutable structurellement, bah, on n'a rien appris de son contact avec le réel. Donc pour qu'une théorie nous apprenne réellement quelque chose sur le réel, il faut que potentiellement elle puisse être fausse. Et si elle est fausse, en plus, on n'a pas tout perdu, parce que bah, on a au moins éliminé cette hypothèse. Donc ça a vraiment fait un... Même si évidemment cette vision-là, elle doit être amendée de multiples façons, etc. À l'époque, ça a quand même vraiment fait un gros coup dans la façon un peu classique, si vous voulez, de faire de l'épistémologie et d'essayer de fonder la justification de nos connaissances, quoi. De ne plus mettre le focus sur la confirmation, mais de le mettre au contraire sur la réfutabilité. Alors par exemple, comme conjecture audacieuse, on pourrait avoir, imaginer qu'on ait des théories sur la chute des corps,
et qu'il y a une des théories qui nous disent, un peu à la Aristote, quoi, les corps tombent vers le bas. En général, les corps tombent vers le bas. Bon. Et puis vous avez une deuxième théorie qui vous dit, pas uniquement que les corps ont tendance à tomber vers le bas, mais que si vous lâchez un tel corps d'une telle hauteur, dans telles conditions, alors ce corps-là mettra tant de temps exactement pour toucher le sol, et il arrive même à déterminer ce temps-là précisément en fonction des différents paramètres du problème. Mais vous voyez que si les deux ont raison, dans le cas où les deux modèles ou les deux affirmations ont raison, vous avez quand même plus envie de faire confiance à la deuxième. Tout simplement parce que la deuxième, il y avait beaucoup plus de chances, beaucoup plus de cas possibles où elle aurait pu être fausse. Et donc, le fondement pour moi de la falsifiabilité poppérienne, c'est vraiment ça l'idée. L'idée, c'est vraiment de dire, il faut qu'une théorie, elle prenne le plus de risques possible, parce que si elle a pris des risques, c'est-à-dire qu'elle aurait très bien pu être réfutée, mais qu'elle ne l'est pas, bah là on se dit, si elle ne l'est pas, c'est peut-être parce que justement on a mis le doigt sur quelque chose, quoi. Et au contraire, les corps tombent vers le bas, bah, c'est moins précis. Ça ne veut pas dire que c'est irréfutable, mais c'est moins réfutable que la deuxième. Donc si on a le choix, on va plutôt choisir la deuxième. Un autre cas, c'est par exemple ce traitement guérit les maux de tête dans 65% des cas, versus cette préparation à base de plantes vous fera du bien. Vous voyez bien que la deuxième affirmation, elle a plus de chances d'être vraie a priori, puisque c'est plus flou. C'est vous fera du bien, qu'est-ce que ça veut dire, etc. De quelle préparation on parle. Alors que ce traitement précis guérit cette pathologie précise dans tant de cas, dans tant de pourcentage de cas, et ben ça a plus de chances d'être faux, a priori. Ça a une chance d'être faux plus élevée. Et donc si la première affirmation est réalisée, et ben on apprend plus de choses que si la deuxième affirmation est réalisée. En gros, c'est ça l'idée. Ce qui compte, c'est pas à quel point nos modèles sont confirmés par les données empiriques. Ce qui compte, c'est quelle information on obtient en sachant que nos modèles sont confirmés à ce point par les données. C'est vraiment ça le point central pour moi, c'est vraiment ça. Donc je répète, ce qui compte, c'est pas est-ce que nos modèles ou nos hypothèses sont confirmés par les données, c'est qu'est-ce qu'on apprend à savoir qu'ils sont confirmés par nos données. Et si vous avez une proposition irréfutable, par exemple, demain à Marseille, soit il va pleuvoir, soit il ne pleuvra pas. Bah ouais, enfin, j'ai pas besoin d'être à demain pour savoir que c'est vrai en fait. Et donc du coup, demain, je vais confirmer cette affirmation, mais ça va rien m'apprendre sur ma théorie. Vous voyez, si j'ai une théorie météorologique qui me dit demain à Marseille il pleuvra ou alors il ne pleuvra pas, bah je vais la confirmer empiriquement, mais ça va m'apporter zéro information, tout simplement parce que je le savais déjà en fait qu'elle allait être vraie. Donc ce qui compte, c'est pas est-ce que notre hypothèse ou notre théorie ou notre modèle il est confirmé par l'expérience, c'est à quel point ça nous apprend quelque chose, à quel point on ne le savait pas déjà, quoi. Et ça, c'est mesuré par un certain degré de falsifiabilité ou de réfutabilité. En tout cas, c'est la vision poppérienne. Il y a certaines thérapies dites alternatives ou complémentaires, comme les élixirs floraux de Bach, qui mettent l'accent sur l'individualisation de la thérapie. De dire en fait, il n'y a pas de règle générale, c'est à chaque personne par exemple de trouver le bon mélange. Donc les élixirs floraux, vous avez plein vous avez plein de compositions possibles à faire. Et vous avez évidemment une infinité possible, pas une infinité, mais un très grand nombre de mélanges possibles. Et c'est à la personne qui utilise cette thérapie-là de trouver le bon mélange qui lui convient. Et donc, très souvent, ça peut être vu comme quelque chose de plutôt positif, de dire, bah oui, c'est bien d'avoir des thérapies qui soient un peu individualisées, etc. Mais le problème de ces choses-là, c'est que ça peut vite tomber dans une forme d'irréfutabilité. Pourquoi? Parce que, est-ce que la théorie peut vraiment avoir tort? Bah, pas vraiment. Parce que imaginez que vous cherchiez un petit peu voilà, votre bon mélange, et vous finissez par tomber sur un mélange qui vous convient. C'est-à-dire un mélange qui vous fait guérir. Vous avez l'impression que vous guérissez en tout cas.
Bah, du coup, là, vous pouvez dire, ah bah la théorie avait raison, j'ai trouvé mon bon mélange, j'ai trouvé le bon mélange qui me convient, et effectivement, j'ai guéri. Mais imaginez que vous ne trouviez pas ce bon mélange. C'est-à-dire que vous essayez plusieurs mélanges, et puis bah, vous êtes toujours malade. Mais en fait, la théorie, elle n'a pas vraiment tort non plus. Parce que la théorie, elle pourra vous dire, non, mais c'est pas que ma théorie, elle marche pas. C'est que juste, vous n'avez pas encore trouvé votre bon mélange. Et donc, il faut continuer de chercher. Et donc, vous voyez que quelque chose qui peut à la base être pris comme quelque chose de plutôt chouette, de plutôt intéressant, sur le plan humain, par exemple, et ben ça peut vite partir dans un truc un peu irréfutable, dans une pente d'irréfutabilité, où en fait, on, on sait plus où s'arrêter du coup. À quel moment on dit que la théorie a tort? Et donc c'est ça aussi que Karl Popper mettait en avant. Alors pas pour les élixirs floraux de Bach, mais pour d'autres types de thérapies, notamment la psychanalyse. Et lui, il disait, en fait, quand on regarde le genre de propositions que les théories psychanalytiques produisent, on a l'impression que c'est des propositions qui, par définition, ne peuvent pas être réfutées. Et en particulier, il prend le cas de la théorie du refoulement, en psychanalyse par exemple freudienne. Il dit, mais en fait, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que le psychanalyste dit, c'est pas que le psychanalyste a raison, c'est que c'est vous qui refoulez ce qu'il est en train de dire. Et le problème, c'est pas que c'est faux, c'est que ça peut pas être faux en fait. C'est que ça peut pas vraiment être testé parce que on n'a aucun moyen de savoir. Soit il a raison, soit vous avez tort en gros quoi. C'est l'idée de si vous n'êtes pas d'accord avec les conclusions de la théorie, c'est pas que la théorie est fausse, parce que la théorie vous explique pourquoi, en fait, vous n'êtes pas d'accord. Donc ça dérangeait énormément Karl Popper, qui est psychologue hein, de formation. Karl Popper, à la base, il était psychologue, mais il avait, donc ça c'était au début du XXe siècle, dans les années 1910, 1920, il connaissait beaucoup de théories, notamment en physique, mais aussi bah, du coup en psychologie, parce qu'il avait fait des stages hein, avec des psychanalystes. Et en fait, c'est au moment où il a découvert la physique et notamment la théorie d'Einstein qu'il s'est rendu compte de ça. Il s'est dit, ouais, mais en fait, ce qui est fou avec la théorie d'Einstein, c'est qu'elle prend des risques de malade. Genre là, elle a fait une prédiction, mais la prédiction, elle sort de nulle part. Elle a très bien pu être fausse, quoi. Et elle est vraie. Et c'est ça qui l'a vraiment marqué. C'est en 1919, quand une des prédictions de la théorie d'Einstein a été réalisée, a été observée lors d'une éclipse. Et c'est là où il s'est dit, où il a commencé à en remettre en question d'autres théories, notamment des théories de type psychanalytique, pas la psychologie dans son ensemble, mais juste certaines théories psychanalytiques, en disant, mais des fois on a l'impression que la théorie marche, mais en fait c'est pas qu'elle marche, c'est qu'elle pourrait pas ne pas marcher. Elle prend absolument tous les cas possibles. Et un exemple de ça qu'on entend parfois dans les médias, euh, c'est par exemple cette vidéo-là. Alors attendez, je vais essayer euh, de vous passer la vidéo. On m'aurait dit que d'ici à la fin du XXIe siècle, l'espèce humaine était menacée. J'aurais jamais cru. J'aurais dit oui par la bombe atomique, mais pas par son activité. Personne n'aurait jamais cru un truc comme ça. À part quelques-uns, il y en avait quelques-uns, très rares, dont Martin Heidegger, qui par ailleurs passait par les nazis. Mais aujourd'hui, tout le monde pense ça, à commencer par ceux qui vous disent « mais non, il n'y a pas de réchauffement climatique ». Donald Trump, par exemple, qui n'arrête pas de répéter qu'il n'y a pas de réchauffement climatique. Ça, Sigmund Freud avait très bien analysé ce genre de comportement. Quand vous trouvez quelqu'un qui dit toujours en permanence « mais non, je ne veux pas coucher avec ma mère », ça veut dire qu'il ne pense qu'à coucher avec sa mère, mais qu'il n'en est pas conscient, c'est-à-dire qu'il le réprime. C'est ce qu'on appelle de la censure, voilà. Mais il l'exprime à travers un comportement symptomatique. Voilà. Et quand vous entendez Trump répéter à tout bout de champ qu'il n'y a pas de changement climatique, vous pouvez être convaincu que c'est un symptôme du fait qu'il est très inquiet du changement climatique. Tout le monde l'est aujourd'hui. Donc le problème de ce genre de choses, c'est que ça peut paraître potentiellement convaincant, mais en fait quand on réfléchit 2 secondes, on se dit mais est-ce que la théorie elle pourrait avoir tort? Est-ce que ce qui est dit là, en fait c'est tellement large et tellement vague qu'on a l'impression qu'il pourrait pas vraiment avoir tort. Ce qu'il dit c'est tout le monde a peur du changement climatique et une preuve, c'est à la fois les gens qui disent qu'ils ont peur du changement climatique et à la fois les gens qui disent qu'ils n'ont pas peur du changement climatique. Donc en fait tout est preuve de son affirmation. Mais on a l'impression qu'on pourrait très bien faire l'inverse. Enfin, on pourrait, avec le même genre d'argument, tenir exactement la position opposée.
Et donc ça, c'est quelque chose qui a vraiment beaucoup gêné Karl Popper, notamment dans son analyse de la psychanalyse, mais pas uniquement. Après, sur le plan empirique, scientifique, il y a d'autres problèmes de la psychanalyse, mais là, c'est vraiment sur la structure un peu logique du truc. C'est quand on produit un tel argument, on peut être convaincu que on a l'impression qu'il y a une théorie qui explique tout. Et c'est ça que Karl Popper donc d'ailleurs décrit. Il dit, en fait, quand j'ai découvert la psychanalyse au début, j'avais l'impression que ça expliquait absolument tous les comportements que j'observais autour de moi. Tous les comportements que j'observais autour de moi, ils pouvaient être décrits par la psychanalyse. Parce qu'en fait, à chaque fois, on peut trouver des hypothèses qui font que ça marche. Et il s'est rendu compte que ça, c'était plutôt un mauvais signe, en fait. Quand une théorie, elle peut tout expliquer, ça peut paraître bien, alors qu'en fait, c'est plutôt un mauvais signe. C'est peut-être que si elle peut tout expliquer, c'est qu'elle peut pas vraiment avoir tort, par définition même. Et donc, si elle peut pas vraiment avoir tort, bah, elle a raison, mais on n'apprend rien du fait qu'elle a raison. Et en fait, on a l'impression qu'elle est complexe, qu'elle nous apprend quelque chose de profond, alors qu'en fait, elle tourne en rond, quoi. Et en fait, ça, c'est... dans ma thèse, j'étudie aussi pas mal de ce qu'on appelle les théories de l'action en sciences sociales, et en particulier ce qu'on appelle la théorie du choix rationnel. Donc la théorie du choix rationnel, c'est une théorie pas psychologique, hein, c'est une théorie vraiment, enfin en partie psychologique, mais surtout sociale, qui va décrire à un moment donné qu'est-ce qui fait que telle personne, au niveau microscopique, donc tel individu va faire tel ou tel choix. Donc toute la théorie des jeux, par exemple, c'est fondé sur la théorie du choix rationnel, des choses comme ça. Et une des critiques qui existent de par la théorie du choix rationnel, la théorie du choix rationnel, typiquement, elle vous dit que dans toute situation, un agent particulier, un acteur particulier va pouvoir attacher, on va dire, une certaine utilité espérée à différentes possibilités, et qui va choisir la possibilité qui maximise son utilité espérée. Il y a plein de critiques potentielles à faire sur cette théorie, hein, c'est pas le problème. Mais donc, ce qui est rationnel, c'est ce qui maximise, c'est une forme d'optimisation. Donc, on définit la rationalité dans ce cas-là comme une forme d'optimisation d'une certaine fonction, quelque chose sur les différents choix possibles. Et une des critiques qui peut s'appliquer à la théorie du choix rationnel si on l'utilise n'importe comment, ben c'est justement exactement la même. C'est dire, ouais, mais en fait, si je précise pas à l'avance quel type d'utilité espérée je vais attacher aux différentes actions, n'importe quel comportement que je vais observer, je vais toujours pouvoir dire qu'il est rationnel. C'est juste que, a posteriori, je dirais que l'agent, là, qui est en train de faire un truc qui me paraît complètement irrationnel, il est simplement en train de maximiser une fonction d'utilité auquel moi, j'ai pas accès. Et donc, vous voyez que toutes les théories, hein, qu'elles soient fondées scientifiquement ou pas, toutes les théories ont toujours sont toujours à deux doigts comme ça de pencher vers l'irréfutabilité. Donc la question, c'est pas autant est-ce qu'une théorie elle est réfutable ou irréfutable, c'est comment est-ce qu'une théorie va instancier ses principes fondamentaux pour en faire des modèles potentiellement réfutables. Alors ce genre d'argument ou de théorie ou de vision du monde qui semble expliquer tout et qui en fait, quand on regarde, elles expliquent tout parce que justement elles expliquent rien, ou inversement elles expliquent en fait finalement rien parce que justement elles expliquent trivialement tout. C'est aussi le genre de narratif qu'on trouve dans le conspirationnisme. Certains arguments conspirationnistes, quand vous essayez d'argumenter ou de contre-argumenter, chaque contre-argument devient un argument pour le complot. Jusqu'au tout dernier, où bah, c'est vous-même qui êtes dans le complot. Ou c'est vous-même qui vous êtes fait laver le cerveau, et du coup c'est pour ça que vous n'êtes pas d'accord avec le complotiste. C'est parce que vous-même vous êtes fait laver le cerveau par le gouvernement, par exemple, et donc du coup, bah, voilà, c'est pour ça que vous argumentez contre. C'est exactement le même genre de dérive argumentative. C'est-à-dire que la question à se poser, c'est qu'est-ce qui pourrait contredire ma théorie. Et en fait, si rien ne pourrait contredire ma théorie, bah, c'est que c'est pas une théorie. C'est un scénario que j'aime bien, un narratif que je fais coller à ce que j'observe, mais c'est pas quelque chose qui potentiellement peut évoluer. C'est pas quelque chose qui peut m'apporter réellement de l'information sur le monde. Parce qu'en fait, j'ai décidé à l'avance qu'il était vrai. Un, un argument, par exemple, complotiste, c'est de dire euh, parfois il y a des complots où il y a des preuves qui sortent, des vraies preuves. Des preuves, voilà, donc les journalistes, etc., mettent à jour des complots, donc c'est des vrais complots dans ce cas-là. Donc dans ce cas-là, quand il y a des preuves directes,
bah, tout le monde est d'accord pour dire que c'est un complot. C'est pas une théorie du complot au sens péjoratif, c'est un vrai, voilà, un vrai complot, une vraie conspiration, comme ça existe relativement souvent. Mais s'il n'y a pas de preuves directes, et qu'il n'y a que voilà, des petites preuves indirectes que les autorités, alors qu'elles sont en train de faire un complot mondial, elles ont fait quelques petites erreurs comme ça, et elles ont laissé passer quelques indices, s'il n'y a pas de preuves directes, eh ben c'est aussi une preuve. Tout simplement parce que le complotiste pourra toujours dire non mais justement, s'il n'y a pas de preuves directes, c'est que justement le complot est tellement bien foutu qu'ils ont réussi à faire en sorte qu'il n'y ait pas de preuves directes qui sortent. Vous voyez, parce que vous pouvez toujours dire, mais regarde, il y a des fois, il y a des vrais complots, et quand il y a des vrais complots, il y a des preuves, on sait qu'il y a des preuves directes. Là, dans ce que tu me racontes, je vois pas de preuves directes. Et la personne pourra dire, mais justement, c'est l'absence de ces preuves directes est une preuve du complot. Et donc là, vous savez que, bah voilà, vous êtes dans des raisonnements qui sont sans fin, tout simplement, parce que si même l'absence de preuves devient une preuve du complot, bah, à partir de là, on peut à peu près tout dire, quoi. Moi, je me souviens avoir discuté avec une personne comme ça, conspirationniste, et il parlait toujours comme ça de il au pluriel. Et du coup, moi, je lui demande, mais c'est qui il? Et du coup, il me dit, ah, bah, c'est les francs-maçons, etc. Ou je sais plus qui. Et je lui dis, d'accord, mais je dis, mais du coup, parce que lui, il me parlait de vidéos YouTube, hein, donc de vidéos qu'il voyait sur Internet. Et du coup, je lui dis, mais l'information que tu as eue là sur ce complot, tu l'as eue sur YouTube. Mais t'imagines bien que s'il y a vraiment des gens comme ça qui contrôlent tout, bah, ils contrôlent aussi YouTube. Ils contrôlent tout Google, enfin les GAFAM, quoi. Donc ils contrôlent aussi YouTube. Donc pourquoi est-ce qu'ils te laisseraient voir, toi, et à des millions de personnes, parce que c'est des vidéos qui font des millions de vues, pourquoi est-ce qu'ils te laisseraient voir, toi, des preuves de leur complot? Genre, si moi je fais un complot, j'ai envie que ça se sache pas. Donc si en plus je suis hyper fort et que je contrôle toutes les grandes boîtes, bah je vais faire en sorte que voilà, je vais censurer quoi, sans que ça se sache, si je suis si fort que ça. Et je dis mais du coup pourquoi toi ils te laissent voir ces vidéos et il y a pas y a jamais y a jamais la police qui arrive chez toi ou il y a jamais des gens qui viennent chez toi parce que tu as regardé telle ou telle vidéo. Comment t'expliques ça? C'est une bonne question, je trouve. Moi j'ai trouvé que c'était une bonne question de ma part, mais bon. Et la personne en face bah, a retourné l'argument. Elle dit mais justement, plus c'est gros, plus ça passe. Donc justement, ils mettent dans leurs vidéos, ils laissent passer des vidéos qui, euh, qui dénoncent le complot justement pour que les gens n'y croient plus. Et donc là, à partir de là, bah, voilà, il n'y a plus vraiment de discussion possible parce que quelle que soit la preuve, quel que soit l'élément, on peut toujours le retourner pour le complot. Et c'est ça le problème, en fait, épistémologique des narratifs conspirationnistes. C'est pas que. Je trouve que c'est plutôt sain de se méfier des autorités en général, de questionner les autorités d'une manière rationnelle. C'est très sain en fait. Le problème là du conspirationnisme, c'est que c'est un narratif qui est clos sur lui-même et qui est vrai a priori en fait. Aucune preuve ne pourrait infirmer cette théorie, parce que même une preuve qui a priori pourrait l'infirmer, on pourra toujours trouver une façon d'expliquer en fait, cette preuve-là confirme notre complot. Et voilà, et donc du coup, c'est sans fin. Mais, encore une fois, comme on va le voir un peu plus tard, en fait, c'est pas uniquement... Là, c'est un peu un cas extrême de raisonnement conspirationniste, mais en fait, en science, on fait aussi souvent ça. C'est-à-dire que la question en science, c'est de se dire, ok, bon, on fait des théories réfutables, d'accord, pourquoi pas. Je comprends l'idée, hein. L'idée, c'est que, bah, euh, qu'une théorie, elle ait raison alors qu'elle aurait pu avoir tort. Voilà, ça, je pense que c'est assez consensuel. Mais maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait quand elle a tort? Est-ce qu'on la jette? Est-ce qu'on la modifie? Mais si on la modifie, comment est-ce qu'on la modifie? Qu'est-ce qui va faire que notre modification, elle sera plus acceptable que bah, les modifications dont je vous ai parlé juste avant, quoi. Donc là, c'est en fait une très très bonne question épistémologique. Et qui est liée en fait à un autre problème épistémologique qui s'appelle la sous-détermination. Alors souvent on parle de sous-détermination de la théorie par l'expérience. Ça peut prendre plein de formes, mais grosso modo, c'est l'idée de base que si vous avez un ensemble de données expérimentales, c'est ce que j'ai un peu dit tout à l'heure avec l'abduction, hein, en fait, il existe toujours beaucoup de modèles qui, en plus, excluent potentiellement les uns les autres et qui reproduisent bien les données.
Et donc, du coup, la question, c'est, bah, parmi tous ces modèles qui pourraient potentiellement fonctionner, ou parmi toutes ces hypothèses qui pourraient potentiellement fonctionner, est-ce qu'il y en a un qui est meilleur que d'autres? Et si oui, bah, comment est-ce que je le sélectionne? Est-ce que j'ai des critères qui me permettent de trancher entre différents modèles a priori? Et c'est lié à quelque chose qui est très important, qui est qu'est-ce qui se passe lorsqu'une théorie scientifique rentre en contradiction avec l'expérience? En fait, en se posant cette question, on, on explore vraiment énormément d'aspects épistémologiques. Donc c'est lié aussi en partie donc ce qu'on appelle le holisme de la confirmation. Ça, j'en ai un peu parlé lundi, hein, c'est le fait qu'on ne confirme pas, vous vous rappelez, hein, le fait que les données sont chargées de théories. On ne confirme pas jamais une seule hypothèse, on ne confirme pardon, jamais une seule hypothèse, on confirme toujours un système d'hypothèses. Parce que pour tester mon hypothèse, j'ai aussi déjà besoin de données, et les données, elles sont produites aussi en s'appuyant sur d'autres hypothèses. Donc j'ai un système un peu compliqué comme ça, et le holisme de la confirmation, où la thèse de Duhem Quine nous dit que, en fait, c'est jamais une affirmation particulière que je vais tester, c'est tout le temps un système. Mais bon, ça change pas grand-chose, parce que à la fin, c'est de dire d'accord, mais comment est-ce que je sais que tel ou tel système est meilleur que l'autre, quoi. Alors un exemple pour ça, qui est vraiment paradigmatique, c'est vraiment, voilà, c'est un très très bon exemple, c'est celui de, bon, c'est en physique, c'est en astronomie même plus précisément, la découverte de Neptune. Au début du 19e siècle, vous allez voir pourquoi cet exemple il est vraiment parfait pour illustrer ce que je veux dire. Il est d'ailleurs assez connu, c'est possible que vous l'ayez déjà en tête. Dans la première moitié du 19e siècle, on ne connaissait que 7 planètes. La dernière en date, c'était Uranus. Euh, et on se rend compte que, petit à petit, hein, les astronomes de l'époque se rendent compte que, en fait, la trajectoire d'Uranus ne se conforme pas exactement à ce à quoi on pourrait s'attendre à partir de la théorie en vogue à l'époque, c'est-à-dire la mécanique céleste de Newton. Donc la mécanique céleste de Newton, à l'époque là, ça fait 150 ans qu'elle est hyper victorieuse, c'est-à-dire qu'elle arrive à décrire tout un ensemble de phénomènes. C'est assez fou, toutes les trajectoires de toutes les planètes, elle arrive à décrire plein de choses. Jusqu'au moment où on arrive à Uranus et on arrive à collecter de plus en plus de données sur la trajectoire d'Uranus et on se rend compte, c'est assez fin, mais on arrive quand même à se rendre compte qu'il y a une contradiction, que la théorie de Newton, la théorie elle-même, prédit pour Uranus une certaine trajectoire et que cette trajectoire ne correspond pas à la trajectoire qui est observée. Alors là, il y a plusieurs personnes, notamment en France, Urbain Le Verrier, astronome assez connu à l'époque aussi, et qui va avoir son heure de gloire avec cette histoire justement. Il se dit, bon, ben, une possibilité, c'est que ce soit pas la mécanique céleste de Newton qui est tort, donc la mécanique céleste, on la garde, mais c'est juste que peut-être qu'il y a une planète, une 8e planète, qu'on connaît pas encore, qu'on n'a jamais observée, mais qui est là, très loin, c'est pour ça qu'on l'a jamais observée, c'est parce qu'elle est loin, et elle est tellement grosse qu'elle perturbe par effet gravitationnel, elle perturbe la trajectoire d'Uranus. Ça, c'est son hypothèse. Il dit on va garder la théorie, même si on a l'impression que la théorie peut-être est fausse, ou alors a atteint sa limite de validité, hein, c'est possible aussi. Il dit c'est possible, mais bon, moi j'ai pas envie. Voilà, donc je vais garder la théorie. Et à l'intérieur de la théorie, je vais vous expliquer pourquoi en fait on observe ça. Alors là, vous pourrez me dire, ouais, mais attendez, c'est un peu le même truc que mon psychanalyste tout à l'heure, non? Et bien là, la différence, c'est que à partir de ça, il fait une prédiction très précise. Il dit, ben, je vais supposer qu'il existe une 8e planète, et je vais faire mieux que ça. Je vais décrire aux astronomes où est-ce qu'il faut regarder pour la voir. Et c'est exactement ce qui se passe. Elle est finalement découverte en septembre 46, 1846, dans un observatoire à Berlin. Et les astronomes découvrent la planète, genre, regardent dans le ciel là, plus ou moins là où avait prédit Le Verrier, et ils tombent sur la planète. Et c'est ça la différence. C'est que c'est pas juste ah mais il doit exister une planète, mais on sait pas trop. Non, non, c'est il existe une planète, et en plus je vais faire mieux que ça, je vais vous dire où elle est. Et donc vous voyez que le move qui consiste à dire
ah, mais peut-être qu'en fait, la théorie est vraie, mais c'est juste qu'il y a une planète qu'on connaît pas encore. Bah, ce move-là, il pourrait paraître un peu, pas conspirationniste, mais il pourrait paraître un peu, voilà, on glisse dans l'irréfutabilité. Sauf qu'en fait, ce glissement vers l'irréfutabilité, il s'arrête dès l'instant où on produit une nouvelle prédiction qui, elle, est aussi réfutable. C'est-à-dire qu'en fait, il a corrigé sa théorie en faisant une prédiction potentiellement réfutable. Et c'est pour ça que ce move, il est beaucoup plus valable que simplement agiter les mains et dire ah mais il doit y avoir une planète qu'on ne connaît pas encore. Et c'est comme ça qu'on a découvert Neptune, vous vous en doutez. D'ailleurs, Urbain Le Verrier voulait appeler cette planète Le Verrier. Donc voilà, on est passé à côté de la catastrophe. Et évidemment, on est resté sur les dieux romains, notamment Neptune. Il y avait aussi Adams, John Adams en Angleterre, qui avait fait en fait les mêmes calculs que Le Verrier, mais qui avait été moins pris au sérieux. Et du coup, bah, après, il y a eu toute une histoire. Bon, c'est un peu, historiquement, c'est un peu le foutoir. Mais il y a toute une histoire pour savoir bah, qui est le découvreur de Neptune. Puisqu'en fait, John Adams avait fait la même prédiction. Mais tout simplement, les gens ne l'avaient pas pris au sérieux, ils n'avaient pas regardé, quoi. Alors que Robert Le Verrier, pour d'autres raisons, bah, il avait des connaissances à Berlin avec des astronomes qui lui ont fait confiance et qui ont regardé là où il devait. Et finalement, c'est Le Verrier qui est devenu hyper connu pour ça, et beaucoup moins Adams. Alors qu'a priori, l'idée derrière et le fait de mener les calculs derrière était le même. Et voilà, c'est l'injustice des découvertes scientifiques. Alors, ce qui est intéressant avec cette découverte de Neptune, vous avez vu, hein, l'idée, c'est je vais corriger, je ne vais pas abandonner ma théorie parce qu'elle est rentrée en contradiction. Par contre, j'essaie de la corriger de la manière la plus réfutable possible. Donc, pas juste la corriger n'importe comment. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, cette découverte-là, elle a une suite, et c'est la non-découverte d'une nouvelle planète, qui est la planète Vulcain. Donc là, on est à peu près au même moment, avec à peu près les mêmes personnages, juste un peu plus tard, quoi, deuxième moitié du 19e siècle. Donc là, on a une planète en plus. Bon, je ne l'ai pas mise là, mais voilà, on a une planète en plus. Et le problème, c'est que maintenant, on se rend compte aussi que Mercure, donc c'est pas du tout la dernière planète, c'est la première planète près du Soleil, la planète la plus proche du Soleil, pardon. Mercure ne se comporte pas non plus comme prévu par la théorie de la mécanique céleste. Donc Urbain Le Verrier, lui, il est chaud bouillant. Il dit non mais laissez tomber, je sais comment faire. Il doit exister une planète. La théorie, elle est valide, on a déjà fait ça juste avant, voilà, ça va marcher. Il doit exister une planète qu'on n'a pas encore découverte et qui perturbe la trajectoire de Mercure. Et donc ils imaginent qu'il existe une planète, qu'ils appellent même Vulcain, ils sont tellement sûrs qu'elle existe qu'ils la nomment et tout. Ils sont tellement sûrs qu'elle existe qu'ils l'observent. Il y a plein de gens qui pensent l'avoir observée, et notamment le docteur Edmond Lescarbault en France, qui est un médecin en fait. C'est un docteur, mais c'est un docteur genre médecin quoi. Il est médecin et il est astronome amateur. Il a même construit, comme vous le voyez ici, un observatoire dans sa maison. Et il est persuadé d'avoir à des moments donnés, observé. Donc il entend parler de la théorie de Le Verrier sur la planète Vulcain. Il est persuadé d'avoir observé. Il y a Le Verrier qui vient le voir avec d'autres collègues, il vient le voir dans son observatoire, il regarde les données. Le Verrier retourne à l'Académie française et annonce sa découverte de Vulcain devant toute l'Académie française, etc. Le problème, c'est que bah, ces observations ne sont pas corroborées par de nouvelles observations, ne sont pas croisées, ne sont pas voilà, croisées avec de nouvelles observations indépendantes. Et finalement, bah, voilà, il y a surtout des observations contradictoires, c'est-à-dire qu'on l'observe là où on n'était pas censé l'observer, et on l'observe pas là où on est censé l'observer. Parce que voilà, quand vous observez quelque chose qui est près du Soleil, c'est compliqué. Bien sûr, c'est ça le problème, hein, c'est qu'on essaye d'observer quelque chose qui est entre Mercure et le Soleil, donc il y a plein de problèmes possibles. Ça peut être des taches solaires, enfin vous avez le Soleil quoi en face, donc c'est compliqué. Ça pose des challenges expérimentaux. Et ce qui fait que bah, c'est très facile de croire qu'on a observé quelque chose alors qu'on l'a pas vraiment observé, quoi. Les observations contradictoires s'amoncellent. Il se trouve que la planète Vulcain ne sera jamais découverte. Et pour cause, il faudra attendre 1915 avec une nouvelle théorie de la gravitation pour résoudre le problème de Mercure. Et en fait, dans ce cas-là, on se rend compte que
on ne pouvait pas corriger l'anomalie en gardant la même théorie. Là, on était dans un cas, et c'est pour ça que ces deux cas, ils sont super intéressants à mettre l'un à côté de l'autre, c'est que dans ce cas-là, il fallait jeter la théorie. C'est la théorie qui était arrivée à ses limites. Et il fallait une nouvelle théorie. Mais évidemment, on ne pouvait pas le savoir quand on n'a qu'une seule théorie. Il fallait attendre Einstein. Alors, maintenant, pour schématiser un petit peu ça, on peut le voir de cette façon-là, donc. C'est OK en soi, si on a une théorie qui est bien corroborée, qui a eu plusieurs succès empiriques, prédictifs, ce serait absurde de l'abandonner juste parce qu'elle a tort. Donc évidemment que la plupart des théories, lorsqu'elles arrivent sur le marché, elles expliquent un certain nombre de choses, et puis il y a d'autres choses qu'elles n'expliquent pas forcément. Et c'est pas grave, parce que c'est ça le moteur de la recherche, c'est la contradiction, potentiellement, entre ce qu'on pense être vrai et ce qu'on observe effectivement. Donc c'est ok de garder une théorie si elle a tort. Et c'est ok même de la modifier, potentiellement un petit peu. Et en fait, ce dont on va se rendre compte ici, c'est qu'il y a des choses qu'on a gardées. La théorie, quand Le Verrier, par exemple, prédit la position de Neptune, il a besoin de la théorie. Donc le cœur, le noyau dur de la théorie, il le garde. Et c'est avec le noyau dur de la théorie qu'il va prédire et qu'il va modifier une hypothèse auxiliaire, une hypothèse à la marge. Notamment, là, l'hypothèse, c'est qu'il n'y a que 7 planètes. Et il va dire, non, en fait, il y a 8 planètes. Donc je fais un nouveau modèle, avec une hypothèse auxiliaire en plus, ou modifiée. Et j'en arrive à dire que, justement, en faisant confiance à ma théorie, j'en arrive à prédire l'existence de nouvelles planètes. Donc c'est ok de modifier comme ça des théories parce qu'elles ont tort, mais toute la question c'est comment le faire justement. Et Karl Popper était complètement conscient de ça. Très souvent on caricature Popper. Quand on lit en fait Popper dans le texte, on se rend compte qu'il était totalement au courant que c'était possible, et c'est pas que possible, que c'était peut-être l'activité principale des scientifiques, c'était d'amender leur théorie face à une contradiction. Donc la question n'est pas là, la question c'est comment faire. Et donc pour le Karl Popper, il faut le faire, on peut le faire, mais il faut augmenter le degré de falsifiabilité de la théorie. Je vous donne un exemple. Imaginez que quelqu'un vous dise que la Terre est plate. Il croit que la Terre elle est plate, elle n'est pas sphérique, elle est plate. Et souvent dans les modèles de Terre plate, donc des personnes qui se disent platistes, le modèle de Terre plate, souvent, en gros, je ne sais pas si vous en avez déjà vu, mais ils ont le pôle Nord au centre de la Terre, et en fait le pôle Sud, donc l'Antarctique, c'est une sorte de couronne comme ça tout autour, donc autour du disque. Et donc vous avez l'hémisphère Nord qui est plutôt au centre, et puis l'hémisphère Sud, c'est une sorte voilà, de couronne tout autour comme ça. Et donc face à ce modèle-là, vous pouvez dire, ouais d'accord, ok, mais c'est bizarre ton modèle, parce que comment t'expliques par exemple que bon, on pourrait imaginer plein d'observations contradictoires, mais une observation qui me vient à l'esprit, ce serait par exemple, comment tu expliques qu'on ne voit pas le même ciel étoilé dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud? Dans l'hémisphère nord, on voit un certain ciel étoilé. On a l'impression qu'il y a un mouvement apparent, un mouvement de rotation apparent de ce ciel. Donc vous savez que vu que la Terre, elle tourne sur elle-même, a priori dans le modèle de Terre sphérique, vous voyez, si vous regardez le ciel toute la nuit, ou que vous mettez un appareil photo avec une longue exposition, vous allez voir qu'il y a un mouvement apparent. Vous avez l'impression que les étoiles tournent comme ça autour d'un point fixe. Et dans l'hémisphère sud, vous avez pareil, enfin vous n'avez pas le même ciel étoilé, et en plus le mouvement apparent se fait dans l'autre sens. Et ça c'est quand même très très bien expliqué avec une Terre sphérique si vous voulez quoi. Si vous avez une Terre sphérique, vous comprenez direct pourquoi, vu que la Terre elle tourne dans un sens donné, bah, si vous regardez en haut, si vous regardez vers le bas, bah, vous n'allez pas avoir le même sens apparent et vous n'allez pas voir le même ciel étoilé. Donc vous dites ça à un platiste. Vous dites comment t'expliques que bah, tes potes platistes en Amérique du Sud par exemple, ou en Australie, ils voient pas le même ciel étoilé et que bah, ils tournent pas dans le même sens quoi. Et donc là le platiste, donc contradiction, hein, un peu comme ici Neptune, contradiction. Et il va vous sortir un truc du genre, oui, mais en fait, les étoiles, ça n'existe pas vraiment. En fait, il y a un dôme sur la Terre plate qu'on ne voit pas,
qu'on ne peut pas tester, mais il y a un dôme, et en fait les étoiles c'est pas vraiment des étoiles, les étoiles c'est des projections sur ce dôme-là, justement pour te faire croire que la Terre est sphérique. Et c'est pour ça que quand vous pouvez regarder hein, sur Internet des modèles physiques de Terre plate, vous avez souvent un dôme dessus. Parce qu'ils en ont besoin en fait, ils ont besoin de ce dôme-là, ils ont besoin de plein d'autres hypothèses pour que ça tienne entre guillemets. Et vous voyez que là le problème, parce que vous pourriez dire oui mais voilà, le Verrier il a fait pareil en fait. Et non, justement, ils n'ont pas du tout fait pareil. La différence, c'est qu'on a corrigé effectivement nos théories avec des nouvelles hypothèses, sauf que ces nouvelles hypothèses, elles mènent à des prédictions risquées. Elles mènent à de nouvelles prédictions risquées et potentiellement réfutables. Ce qui n'est pas le cas du platiste. C'est-à-dire que dans ce cas-là, on va avoir un dôme, et on va s'arrêter là, on va dire, ah oui, mais bon, le dôme, par contre, on peut pas le tester, quoi. Donc en fait, on va corriger notre théorie, ça pourquoi pas, mais on va la corriger avec une hypothèse qui, elle, n'est pas testable. Et du coup, bah, on ne peut plus vraiment avoir tort. On est sorti du domaine scientifique puisqu'on ne peut plus avoir tort. On est sur un narratif, sur de la science-fiction. On n'est pas sur quelque chose qui peut être testé. Parce que tester une théorie, c'est pas uniquement, encore une fois, la confirmer, mais c'est la confirmer alors qu'elle aurait très bien pu ne pas l'être. Parce qu'encore une fois, si on la confirme, mais qu'elle n'aurait pas pu être infirmée, bah ça veut dire qu'on le savait déjà qu'elle allait être confirmée, donc on n'a rien appris. Donc pour qu'une théorie scientifique contienne de l'information substantielle sur le monde, il faut que potentiellement elle puisse être réfutable. Alors donc c'est un peu le schéma qu'on peut avoir, on fait des prédictions réfutables, des tests empiriques, soit la prédiction elle est validée et la théorie dans son ensemble est corroborée, c'est-à-dire qu'elle est valide jusqu'à preuve du contraire. Donc on ne dit pas qu'elle est vraie, etc. Ça, c'est d'autres questions. En tout cas, sur le plan épistémologique, on peut la garder. Et si elle est réfutée, alors la théorie, encore une fois, vue comme un système, eh bien elle est fausse en l'état. Et la question ici, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Donc c'est ce que je vous ai un peu décrit juste avant. Et en fait, c'est ça le schéma qui est assez intéressant à regarder, c'est que, encore une fois, on ne teste jamais une hypothèse ou une affirmation comme ça toute seule. En fait, une théorie ou un modèle, il a une certaine structure. Et en fait, le modèle, la structure de ces théories-là, c'est plutôt comme ça. C'est qu'on a une théorie générale ou des principes fondamentaux ou un noyau dur qui va nous donner une façon d'aborder les phénomènes. Et ce noyau dur, ces principes fondamentaux, ces principes généraux, on va les instancier dans des modèles particuliers à l'aide d'hypothèses auxiliaires. Et à l'aide de ces hypothèses auxiliaires, c'est uniquement à l'aide de ces hypothèses auxiliaires qu'on va pouvoir faire des prédictions. Et potentiellement comparer ces prédictions à des observations. Là, l'idée, c'est par exemple, dans le cas que j'ai dit juste avant, c'est la théorie générale, c'est la mécanique céleste, donc tout un ensemble de principes newtoniens, etc. Les hypothèses auxiliaires, c'est le nombre, ici par exemple, de planètes, donc il n'y a que cette planète. Et l'observation, c'est la trajectoire d'Uranus, donc la prédiction qu'on va pouvoir potentiellement comparer aux observations. Et là, il se trouve que, hop, on obtient une anomalie empirique, donc le fait que la trajectoire d'Uranus ne se conforme pas aux prédictions. Et à partir de là, vous voyez bien que, vu qu'on a ces deux éléments, hypothèse auxiliaire et d'un côté et théorie générale de l'autre, logiquement, il arrive deux possibilités. Soit on garde la théorie, et donc à l'intérieur de la même théorie, on change les hypothèses auxiliaires, soit on change de théorie. Donc, dans l'histoire des sciences, en fait, garder la théorie, c'est pas faire le platiste. Garder la théorie, c'est très très fructueux, très souvent, très 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 souvent, notamment en physique. Là, c'était l'exemple de Neptune, mais on a aussi découvert plein de particules comme le neutrino ou le boson de Higgs. Mais en fait, dans plein d'autres cas, on a, en gardant la théorie et en essayant de faire en sorte qu'elle ait raison, si on le fait bien, on apprend beaucoup de choses. Et parce qu'on découvre de nouvelles particules, de nouvelles planètes, de nouvelles formes d'énergie. Évidemment, dans d'autres disciplines, ce sera d'autres entités. Ou alors, il se trouve que on essaye d'amender la théorie, donc on garde la théorie et on change les hypothèses auxiliaires, on bricole, et en fait ça marche pas. Et au bout d'un moment, on se retrouve avec un truc comme ça. D'ailleurs, c'est ce qui était arrivé avec Vulcain. Hein. Quand on lit les rapports à l'Académie des sciences, notamment de Le Verrier, on regarde ce qu'il disait, et en fait, il discute plusieurs hypothèses. Il dit, voilà,
Vulcain, on galère un peu à l'observer. Donc, ce qui nous ferait dire que peut-être qu'en fait, c'est pas une planète. En fait, peut-être que c'est plein d'astéroïdes, une ceinture d'astéroïdes autour du Soleil. Ce qui fait que, grosso modo, ça fait le même effet sur Mercure, mais du coup, c'est moins visible. Et ben là, on dit, ah ouais, mais Urbain Le Verrier, là, tu commences un peu à glisser vers le platiste, quoi. Parce que tu corriges le fait que tu n'arrives pas à observer ton truc avec des choses qui sont encore moins observables. Tu es en train de nous expliquer pourquoi ta théorie, en fait, elle n'a pas vraiment tort. Donc voilà, là, ça commence un petit peu à glisser. Et dans les faits, on peut jamais savoir à quel moment on est en train de glisser dans la réfutabilité ou pas. C'est ça qui est compliqué. C'est ça aussi qui a été pas mal critiqué, enfin, qui a été critiqué sur les positions de Karl Popper sur la démarcation entre science et pseudoscience. C'est que c'est pas si évident que ça, en fait, de démarquer comme ça, à un moment donné, la science de la pseudoscience. Typiquement, est-ce que Vulcain, c'est de la pseudoscience? Bah ça dépend. Quelqu'un qui soutiendrait l'existence de Vulcain aujourd'hui, bah oui, effectivement, ce serait une hypothèse qui est complètement coûteuse, parce qu'on n'a pas besoin de cette hypothèse-là, et qu'en plus on n'a absolument rien pour corroborer cette hypothèse, donc ce serait complètement coûteux d'imaginer une hypothèse comme ça. Par contre, à l'époque, dans leur connaissance, du point de vue de leur connaissance de l'époque, bah, c'était la meilleure hypothèse qu'ils aient. Donc c'était pas de la pseudo-science à l'époque, c'était de la très bonne science en fait. Ils avaient vraiment raison de se poser ce genre de questions. Et même Urbain Le Verrier, quand il commence à dire ah c'est peut-être en fait une ceinture d'astéroïdes, bah il a pas tort non plus. Mais c'est juste que bah, méthodologiquement, ça devient de plus en plus compliqué de confirmer la théorie. Enfin, de confirmer les prédictions, de tester ces prédictions-là. Et donc, ça devient de plus en plus irréfutable. Mais vous voyez que c'est plutôt un spectre, quoi. C'est plutôt une gradation entre d'un côté des trucs qui sont structurellement irréfutables et de l'autre des choses qui sont hyper réfutables, c'est-à-dire avec un degré de falsifiabilité très fort. En fait, très souvent, on est un peu entre les deux. Et quand on a une théorie et qu'on rentre en contradiction avec la théorie, bah c'est compliqué de savoir ce qu'il faut faire. Et là, on peut dire, avec du recul, ah bah en fait, il fallait changer de théorie, sauf qu'évidemment, c'est facile à dire, quand on a eu Einstein au milieu qui nous a pondu une nouvelle théorie. Mais sur le coup, on ne sait pas, en fait, si on doit changer de théorie ou pas. Et l'accouchement d'une nouvelle théorie, ça prend vraiment beaucoup plus de temps que juste, évidemment, changer une hypothèse auxiliaire. Et ça prend aussi plus de temps à ce qu'elle soit acceptée. Donc par exemple, il peut avoir, voilà, en physique, les cas de base en physique, c'est de passer de la physique classique aux théories de la relativité, ou de la physique classique à la physique quantique. Et là, vous voyez qu'on a vraiment un nouveau paradigme, c'est une nouvelle façon de voir le monde, une nouvelle théorie à l'intérieur de laquelle on va voilà, pouvoir voir plus de choses qu'avant. Mais encore une fois, voilà, quand on est le nez dedans, bah, c'est difficile de savoir si on doit garder la théorie ou si on doit changer de théorie. Et du coup, c'est assez rationnel de tester des hypothèses à l'intérieur de la même théorie. J'espère vous avoir convaincu que ça, c'est quand même rationnel en fait. Donc c'est pas c'est pas pseudo-scientifique de faire ça. Donc un autre philosophe que j'aime bien, qui est un collègue et un disciple à la suite de Karl Popper, c'est Imre Lakatos. C'est un philosophe que j'aime beaucoup, notamment la méthodologie des programmes de recherche scientifique. C'est un bouquin qui résume pas mal de ses articles, enfin qui est une sorte de compilation de beaucoup de ses écrits, et notamment le tout premier chapitre qui fait une centaine de pages, quoi, qui fait un résumé, que je vous conseille hein, si ces questions-là vous intéressent, qui vraiment est encore mieux que lire Popper si vous voulez. Vous avez un résumé des différentes positions de Popper sur la réfutabilité, le problème de la démarcation, etc., et les apports de la Katoche sur ces questions-là. Si vous voulez pas forcément lire des tonnes de bouquins, le premier chapitre de ce bouquin-là, il est vraiment bien. Et en fait, du coup, Lakatos, il arrive à théoriser ces choses-là qui ont été dites hein, aussi bien sûr par Karl Popper, ce que Lakatos a ensuite appelé le falsificationnisme sophistiqué ou méthodologique. Ce qui est scientifique, c'est pas une théorie en elle-même en fait, c'est la trajectoire de la théorie dans le temps. C'est-à-dire la façon avec laquelle on va l'ajuster pour coller avec des observations contradictoires. Donc ce qui est intéressant, c'est pas la théorie en elle-même, c'est plutôt une série de théories. Ce qu'il faut prendre, c'est pas une théorie à un moment donné, c'est comment est-ce que cette théorie, elle évolue. Et du coup, lui, il classifie plutôt ça pas en science ou pseudoscience, il va classifier ça en programme de recherche. Donc pour lui, un programme de recherche, c'est vraiment ce que j'ai écrit en haut. Hein. C'est on a une théorie générale, un noyau dur et un ensemble d'hypothèses auxiliaires qu'on va pouvoir potentiellement modifier suite à des contradictions
avec l'expérience. Et tant qu'on découvre des nouvelles choses, tant que cette modification d'hypothèse auxiliaire, elle nous fait découvrir de nouvelles choses, eh ben on va garder la théorie. Et ça va la renforcer. Ça va renforcer son noyau dur. Et ce qui est scientifique, ce qu'on va regarder, c'est est-ce que ces programmes de recherche mènent à des séries progressives ou à des séries dégénératives. Des séries progressives, c'est à chaque fois qu'on corrige une théorie et qu'on modifie une hypothèse, on découvre de nouvelles choses. On découvre Neptune, on découvre les neutrinos, on découvre etc. etc. Tant qu'on fait ça, c'est cool. Tant qu'on fait ça, on progresse. Par contre, dès l'instant où quand on rajoute une hypothèse, c'est juste pour penser la plaie, si vous voulez. Si, quand on rajoute une hypothèse, c'est juste pour sauver notre théorie et qu'en fait ça ne nous fait rien découvrir de plus, et ben là on est dans une pente dégénérative. Parce que lui, il n'appelle pas forcément ça une pente pseudo-scientifique, mais c'est un peu l'idée, quoi. Donc selon les philosophes que vous allez lire, ils n'auront pas forcément le même vocable, mais l'idée derrière, c'est quand même un peu ça, quoi. Et ils arrivent aussi à la conclusion que c'est pas si évident que ça, que c'est pas genre noir ou blanc. Et donc c'est aussi pour ça que qu'on a dépassé un peu le problème de la démarcation, en tout cas dans la façon avec laquelle il était posé au début, quoi. C'est que c'est pas aussi simple qu'il y ait des trucs qui soient de la science et d'autres trucs qui soient pas de la science. C'est plutôt une gradation. Et ce qui fait vraiment que quelque chose est scientifique ou pas, ça a l'air d'être un peu plus compliqué que ça. Et donc voilà, lui, ce qu'il dit, c'est que les critères, ils s'appliquent pas directement aux théories en elles-mêmes. Les critères épistémologiques s'appliquent aux ajustements qu'on fait lorsque une théorie rentre en contradiction avec l'expérience. Et notamment, voilà, que c'est légitime et même très fructueux de modifier une théorie lorsque cette modification nous fait découvrir de nouvelles choses. Par contre, si on modifie une théorie avec des hypothèses qui elles-mêmes sont intestables ou qui mènent à rendre irréfutable la théorie, ben là, ce n'est plus une modification admissible. Ça, c'est vraiment pour donner un schéma un peu général. Et vous imaginez bien qu'il y a plein de cas particuliers. Donc la Cato, je prends beaucoup d'exemples en physique. En philosophie des sciences, en général, on a beaucoup pris d'exemples en physique, mais il n'y a pas que de ça. Hein. Il y a aussi enfin, plein d'exemples dans d'autres sciences hein, qu'on pourrait prendre. Notamment, comme je disais tout à l'heure, la théorie du choix rationnel comme étant une théorie fondamentale, notamment en économie, en microéconomie, mais aussi par exemple en sociologie, ou en théorie de la décision en général. Comment est-ce qu'on modélise la décision que voilà, une personne prend, enfin que les agents prennent. Mais en fait, on voit exactement le même genre de... Je pourrais faire le même schéma. C'est-à-dire qu'au début, on avait une théorie du choix rationnel assez rigide, et petit à petit, eh bien, on a commencé à collecter plein d'expériences et d'observations qui montraient qu'en fait, les personnes, les comportements des gens, la plupart du temps, violaient les axiomes même de la théorie du choix rationnel, ou violaient certaines de ses prédictions. Et du coup, bah, il a fallu un peu amender la théorie, par exemple avec la théorie des perspectives de Kahneman, etc., etc. Et, euh, et donc à partir de là, on a amélioré plus ou moins cette théorie du choix rationnel avec des amendements où on prenait en compte certains aspects irréfutables pour les transformer justement enfin certains aspects pardon contradictoires, empiriquement contradictoires, pour justement améliorer cette théorie de la décision. Et j'aurais pu mettre, j'ai trouvé la dernière fois un beau graphique de la théorie de la décision depuis voilà, la théorie du choix rationnel jusqu'à ce qui se fait aujourd'hui en fait, euh, où on a vraiment la même chose, hein, c'est-à-dire qu'on a une théorie, waouh, on va l'exploiter à fond, on va trouver certaines limites, hop, on va dépasser les limites, on va la réexploiter à fond. Et l'exploiter à fond, ça veut dire à chaque fois qu'on a des contradictions, on va inventer des nouvelles hypothèses auxiliaires et on va voir jusqu'à ce que ça nous mène, jusqu'au moment où on a atteint les limites et on va amender comme ça, comme ça. Et j'ai l'impression que c'est une structure vraiment universelle de la façon avec laquelle notre connaissance se forme, quoi. C'est pas uniquement en physique, il y a beaucoup d'exemples en physique, mais en fait c'est assez, je pense, assez universel. Dans le falsification, après on fera une petite pause, ne vous inquiétez pas, dans 5 minutes. Mais le falsificationnisme popperien, il a plusieurs aspects. Le premier aspect, comme je l'ai dit, c'est l'aspect structurel ou épistémologique. Je suis en train de mourir. Attends. Pardon. Le premier aspect, c'est l'aspect structurel. Une théorie, pour avoir un contenu empirique,
il ne faut pas uniquement qu'elle soit confirmée par l'expérience, il faut qu'elle soit confirmée alors qu'elle aurait pu être réfutée. Donc ça, c'est une norme structurelle. Ça dit à quoi doivent ressembler les théories. Ça ne veut pas dire qu'il faut toujours faire que ça, mais en tout cas, à la fin, l'aspect structurel du falsificationnisme, c'est de dire nos théories doivent avoir la forme d'un système déductif qui mène à des prédictions potentiellement réfutables par l'expérience. Et après, on garde les théories qui n'ont pas été réfutées, bien sûr. Donc, une fois qu'une théorie est réfutée, on l'amende et puis on avance comme ça. Après, il y a un aspect un peu de justification et de logique. Cet aspect-là, c'est un des aspects qui est pas mal remis en question du falsificationnisme popperien. De dire, bah, en fait, ça résout, selon Popper, le problème de l'induction. C'est ça qui est remis en question. Parce que plus on réfute des hypothèses, ben, on ne sait pas si l'hypothèse qu'on a gardée, elle est vraie ou elle est bonne. Mais en tout cas, on a gagné quelque chose par rapport à la situation d'avant, puisqu'on a réfuté des hypothèses. Donc on a un ensemble d'hypothèses possibles, de modèles possibles, et en réfutant, eh ben, on sait que dans cet espace des modèles possibles, dans cet espace des hypothèses possibles, ces hypothèses-là sont fausses. Donc forcément, on en a moins qu'avant. Donc si on en a moins qu'avant, on s'approche d'une certaine façon de la vérité. Évidemment, ce modèle-là, il est assez fallacieux pour plusieurs points, et notamment le point qu'il y a potentiellement une infinité d'énoncés possibles sur le monde, et du coup, c'est pas parce que on en a à réfuter qu'il en reste pas une infinité. Si vous avez une infinité de nombres, si vous enlevez un nombre fini de nombres, bah, vous avez toujours une infinité de nombres. Donc a priori, il y a des gros problèmes, on a du mal à voir comment ça peut être quelque chose plus qu'un simple slogan. Et c'est sur ces points-là où le falsificationnisme popperien a dû être amendé, notamment. Et sur un autre point encore, c'est sur le point un peu pratique, parce que le falsificationnisme popperien, il peut être aussi compris comme ça. Il peut être aussi compris en disant ce que doivent faire les scientifiques au quotidien, c'est énoncer les théories les plus réfutables possibles et faire tout pour les réfuter. Et c'est évidemment pas ce que font les scientifiques au quotidien. Et l'histoire des sciences a justement montré que, heureusement, en fait, heureusement qu'on a envie de garder nos théories. Heureusement qu'on a envie que notre théorie, elle soit vraie face à la contradiction. Parce que c'est ça qui nous fait puiser dans nos ressources, c'est ça qui nous fait être créatifs pour justement inventer de nouvelles hypothèses. Et donc du coup, cet aspect normatif rentre complètement en contradiction avec les observations qu'on a pu faire en histoire des sciences. Notamment avec le travail de Thomas Kuhn, mais pas uniquement, hein, sur plein d'autres travaux qui montrent que, en fait, c'est pas vraiment comme ça que ça marche, et ça n'a pas l'air d'être très grave. C'est-à-dire que collectivement, on arrive quand même à produire de la connaissance, même si individuellement, on n'est pas tout le temps en train, comme ça, d'être honnête intellectuellement, ou de vouloir réfuter nos théories. Parce qu'encore une fois, il y a l'aspect social de la production de la recherche. L'aspect social, c'est que on ne produit de la connaissance que en produisant des affirmations qu'on va tester, mais collectivement. Encore une fois, c'est pas grave individuellement d'avoir un biais de confirmation. C'est pas grave tant que collectivement, on a des règles communes qui font qu'on peut poser nos hypothèses sur la table et les discuter collectivement. Et donc ça semble pas être très très grave, si vous voulez, que les scientifiques au quotidien n'essayent pas activement de réfuter leur théorie. C'est pour ça que ces deux points du falsificationnisme popperien, je pense que c'est les plus controversés. Par contre, et ça c'est mon avis, pour avoir étudié la question, je pense que l'aspect structurel, il n'est pas spécialement remis en question. C'est-à-dire que oui, on est d'accord qu'à un moment donné, si nos affirmations que l'on fait sur le monde sont des affirmations structurellement irréfutables, bah, on n'apprend rien. Et ça semble être réel, quelle que soit la discipline en question. Si vous faites une prédiction où vous produisez une explication sur un phénomène même social qui ne peut pas être faux par définition même, bah vous comprenez bien qu'on n'explique rien ou on n'apprend rien sur le monde par là. Je pense que cet aspect-là structurel, il reste important,
mais de manière un peu contre-intuitive, ça ne veut pas dire que c'est ce qu'il faut chercher à faire. C'est-à-dire qu'au quotidien, les scientifiques en fait savent intuitivement quoi faire entre guillemets, et que c'est collectivement dans une sorte de mini chaos auto-organisé que ensuite émergent les bonnes théories. Mais ça nous emmènerait plus loin, et donc je vais m'arrêter là pour l'instant. On peut faire une petite pause. L'idée à retenir, c'est que voilà, dans le falsificationnisme popperien, il y a des très bonnes choses. Moi, je pense que l'aspect structurel, épistémologique, il reste pertinent. Et effectivement, il y a des aspects, il faut l'amender quand même par la vision de Lakatosh, notamment sur la question, comme je l'ai dit. Mais effectivement, il y a des aspects qui sont beaucoup plus controversés